Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix citoyennes. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité à Sud Radio. Aurélie Gros, Stéphane Pellet, coprésident du G500 citoyens, l'ONG citoyenne, 500 associations, 500 000 sympathisants. Comme chaque semaine, des sujets qui vous concernent, puisqu'on parle de votre citoyenneté, bien entendu, et de toutes ces associations qui s'engagent. Bonjour Aurélie Gros. Bonjour Cécile. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Stéphane Pellet, pardon. J'allais dire Philippe Pellet. Bonsoir Cécile, c'est ça. J'allais faire un mix entre les deux. Bienvenue à tous. C'est les VV citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Et au sommaire de cette émission, 17 000 animations et 90 partenaires, mais surtout 2,5 millions de participants. Le Téléthon, une mobilisation populaire sans équivalent pour vaincre la maladie. Chaque année, le Téléthon réunit des milliers de bénévoles et des partenaires qui s'unissent. En tout cas, leur force pour animer et aider aux collectes sur tout le territoire ainsi qu'à l'étranger. Une mobilisation unique au monde par son ampleur et dont la prochaine édition se tiendra les 2 et 3 décembre prochains. 2 jeunes sur 3 se disent stressés quant à leur orientation. L'orientation des jeunes est une réelle source d'inquiétude pour les familles. C'est un vrai sujet quand on sait que 2 jeunes sur 3 se disent stressés par leur orientation. Crée ton avenir compte changer cette donne en faisant de l'orientation un véritable enseignement en continuum de la 4e à la terminale. Et puis 177 000 auxiliaires de vie permettent aujourd'hui aux personnes âgées et handicapées de profiter de leur domicile. Face au vieillissement de la population, le collectif national La Force Invisible des aides à domicile œuvre dans le sens d'une restructuration globale nationale du secteur. Dans ce cadre, il cherche à se faire entendre au gouvernement et qui a été reçu la semaine dernière au ministère des Solidarités. Tout de suite, notre première partie, et je vous le rappelle, les 2 et 3 décembre prochains aura lieu donc la 36e édition du Téléthon, un événement populaire et unique au monde. Aurélie Gros. Oui, chère Cécile, chaque premier week-end de décembre, c'est un élan populaire unique qui rassemble des milliers de bénévoles et des partenaires. En fait, c'est 270 000, c'est le nombre de bénévoles qui se mobilisent chaque année. Et grâce à leur mobilisation et la générosité des donateurs, le Téléthon donne à l'AFM Téléthon les moyens de poursuivre son combat contre la maladie et de remplir ses missions tout au long de l'année. Et là, aujourd'hui, on a quand même la chance de recevoir Laurence Thienot-Herman, présidente de l'association. C'est une fierté pour nous, G500, c'est une fierté pour Sud Radio, parce que votre combat est exceptionnel et aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on en parle. Absolument. Bonsoir, merci d'être avec nous en tout cas. Bonsoir. C'est la 36e édition, on le disait tout à l'heure, la générosité des Français est d'année en année toujours présente depuis tant d'années. Oui, je pense que, alors on me pose souvent la question et le succès du Téléthon, alors même si le Téléthon est un colosse au pied d'argile, faut-il le rappeler, puisque 2 jours pour faire sa collecte pour toutes les actions de l'année qui va suivre. Donc évidemment, c'est toujours un colosse au pied d'argile et sensible à tout ce qui se passe. Mais quand on pose la question du relatif succès, on va dire quand même, du Téléthon, je pense que ça tient à plusieurs choses. Je pense que ça tient au fait que d'abord, derrière le Téléthon, c'est le combat des malades et des familles. Ça, c'est vraiment important. C'est aussi ce sur quoi je voudrais insister, c'est-à-dire que dans mon conseil d'administration, mon histoire personnelle, c'est l'histoire d'une famille, 2 familles qui se battent. On nous a annoncé, comme on m'a annoncé 6 mois avant le premier Téléthon, pour mon fils qui était le plus beau des enfants, comme vos auditeurs. Voilà, tous les enfants sont les plus beaux des enfants, les petits enfants, c'est la même chose. Voilà, il a une maladie incurable, il n'y a rien, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de traitement. Et là, c'était 6 mois avant le premier Téléthon et on se dit non, c'est pas possible. Et le combat du Téléthon, c'est ça, c'est le combat, c'est l'addition de combats de familles qui disent non, c'est pas possible. Des maladies qui tuent les enfants. Quand on vous dit il n'y a pas de solution, il n'y a pas de recherche, il y a encore moins de médicaments, non. Et je pense que la population qui est au rendez-vous du Téléthon, c'est aussi parce que au travers du combat des familles, tout le monde se retrouve, il y a une identification. Et elles sont, et cette illustration est magnifique parce que
parce que le Téléthon, c'est le combat, ce sont des gens ordinaires qui tous ensemble font des choses extraordinaires. Que ferions-nous si nous n'avions pas à nos côtés les bénévoles, si nous n'avions pas à nos côtés les donateurs, les associations? Oui. Voilà, parce que ce sont plus de 50 000 associations au moment du Téléthon aussi qui sont partie prenante un peu partout dans les villes, dans les villages, 13 000 communes qui sont à nos côtés, et parce que le Téléthon a fait, et je pourrais y revenir, a fait des choix courageux, parce que le Téléthon tient sa promesse, parce qu'il y a une identification de toutes et tous, et parce que le Téléthon, c'est aussi la transparence et c'est aussi la fête. Et ça, c'est important. Mais d'ailleurs, cette année, excusez-moi Philippe, mais votre campagne porte un beau slogan, ensemble on ne lâche rien, c'est ça ? Oui, c'est voilà. Et vous pouvez nous dire quels ont été les progrès réels qui ont été obtenus en 35 ans et qui vous donnent cet espoir intact. C'est ça qui est important aussi. On parle souvent des maladies, mais derrière, il se passe des choses avec cet argent. Voilà, et on a fait des choix. Et on est une association qui a fait des choix, et des choix, comme beaucoup d'associations bien évidemment, mais des choix audacieux et courageux. C'est-à-dire qu'au lendemain des premiers Téléthons, on aurait pu faire un peu de redistribution. C'est pas ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a créé nos propres laboratoires, on a recruté nos propres équipes de recherche, on a été une association opératrice grâce aux moyens évidemment qui nous ont été apportés par la générosité publique, grâce à un partenariat évidemment vital avec France Télévisions, mais on a fait des choix courageux, construit nos laboratoires, recruté nos équipes de recherche. On est allé sur des voies thérapeutiques qui étaient très innovantes. Pour lesquels parfois certains de dire mais non, c'est un choix certes courageux, mais est-ce que ça va fonctionner, la thérapie génique, la thérapie cellulaire, toute cette innovation thérapeutique, et oui, et une association opératrice dans le domaine de la recherche. Alors on en parlait tout à l'heure un peu, j'évoquais le fait que ce n'est pas simple dans un monde où on dit bah oui, la recherche c'est soit dans les mains de l'académique et le public, ou soit dans les mains du privé. Et là non, c'est un acteur non lucratif qui est opérateur du développement aussi du médicament, et ça c'est quelque chose de très très atypique et d'unique, avec des résultats. Qui est compliqué dans l'administration française. Ça c'est clair. Voilà, dès qu'on ne coche pas, parce qu'avec association, il y a parfois cette image de très associative, voire parfois un peu péjorative, parce qu'ils sont associatifs, ils ne peuvent pas être forcément professionnels. C'est un peu cette vision-là. Et pour autant... Là, on prouve le contraire. Exactement, et avec des résultats. Justement, quels sont les principaux résultats? On ne va pas tous les annoncer parce qu'il y en a beaucoup. Quels sont les principaux, les Alors, plus est-ce que vous performants? me gardez 1 heure sur votre plateau? Alors, les autres associations vont faire la tête. On va vous garder là, toute la vie, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, les résultats, je dirais que 35 ans plus tard, ça peut paraître un temps très long, mais dans le domaine de la recherche, 35 ans, c'est vraiment un temps très très court. Et pour moi, qui suis présidente depuis 19 ans, je peux vous dire que depuis ces 5 dernières années, il y a une accélération incroyable avec des victoires extraordinaires. Je n'en citerai que quelques-unes et peut-être au travers de quelques exemples. D'abord, mon premier exemple, je citerai 2 exemples si vous le voulez bien. Mon premier exemple, c'est parce que je fais ma tournée, la Tour de France en ce moment, et donc des conférences un peu dans toutes les régions. Et j'étais samedi à Vire, dans le Calvados, pour ne citer que ce département. Et j'y ai vécu un moment assez extraordinaire qui est très illustratif de ces victoires. J'ai vécu ce temps de rencontre étaient présents 3 enfants. Une petite de 3 ans, une d'1 an et demi et un petit bébé de 8 mois. Et ces 3 enfants ont bénéficié d'un traitement de thérapie génique qui est issu de technologies et de recherches qui sont nées au sein du laboratoire Généton, qui est un de nos laboratoires dans lequel il y a 220 experts. Ces 3 enfants-là, s'il n'y avait pas eu toute cette recherche, et j'y reviendrai, s'il n'y avait pas eu toute cette recherche, toute cette innovation, ils ne seraient plus là. Aujourd'hui, avec les résultats du Téléthon, avec ces victoires, on sauve la vie d'enfants qui hier étaient condamnés. Et je peux vous dire qu'en voyant ces 3 enfants-là, en voyant dans cette même salle un couple qui est le couple Goussiaume, que je peux citer, qui habite le Calvados, qui est à l'origine, on va dire, de cette saga, de cette histoire qui se termine bien, de cette histoire dans cette maladie. Et pourquoi ils en sont à l'origine? C'est qu'en 88, 1 an après le premier Téléthon,
Ils ont rassemblé, avec d'autres pionniers de notre association, ils ont rassemblé les familles pour faire en sorte que soit lancée une grande collecte d'ADN. Prise de sang des malades en se disant on va stocker cette matière première pour pouvoir identifier le gène à l'origine de cette maladie. Avec... En parallèle, Généton qui sortait les premières cartes du génome humain. On se souvient tous de cette grande épopée. Et puis, quelques années plus tard, 95, Judith Melki, chercheuse au sein à Necker, identifie le gène à l'origine de cette maladie. Alors, des dizaines d'équipes qui travaillent de par le monde sur cette maladie, dont une des équipes, Martine Barkatz, au sein du laboratoire Généton, qui est à l'origine de cette innovation qui a fait la démonstration sur les souris que la thérapie génique, ça fonctionne. Et voilà, je vous la fais très très courte. Et là, aujourd'hui, des victoires, des vies sauvées grâce au Téléthon. La thérapie génique, dont il y a encore 15 ans ou 20 ans, on disait c'est de la science-fiction. Aujourd'hui, ça marche. C'est réel. Voilà, c'est réel. Et ça, c'est grâce au Téléthon. Et vous restez avec nous, hein. Bien sûr, on revient dans un instant. On va continuer cette jolie histoire et cette belle aventure, parce que c'est vraiment une aventure, hein, ce Téléthon qui est partagé par énormément d'entre vous, et on vous remercie encore, vous qui nous écoutez, parce que vous êtes certainement très nombreux à donner tous les ans, et ça sera le 2, le 3 décembre, et là il va falloir donner des petits sous, même 1 euro, même 50 centimes, il faut absolument donner, on en parlera dans un instant, et la suite des vraies voix citoyennes, c'est jusqu'à 20h. On vous souhaite la bienvenue. Absolument, ils sont dans le studio, ils écoutent avec beaucoup de plaisir. Laurence Thienot-Herman, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du Téléthon depuis 19 ans. Depuis 19 ans, vous arpentez la France pour aller colporter la bonne nouvelle, parce qu'il y en a des bonnes nouvelles. On a toujours l'impression qu'il n'y a que des mauvaises, mais il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est la 36e édition cette année du Téléthon, avec un beau slogan. Vous l'avez dit tout à l'heure, Aurélie Gros. Ensemble, on ne lâche rien. On parlait justement des progrès, on parlait de plein de choses positives. Moi, je voudrais qu'on fasse un petit focus aussi sur tous ces bénévoles tous les ans qui s'engagent, qui sont là, qui vous soutiennent, qui sont avec vous, qui colportent la bonne parole. On en parle assez peu toute l'année, on en parle forcément le soir du Téléthon, mais ça serait bien de leur rendre hommage un petit peu chaque jour ou chaque mois avant le Téléthon. Oui, parce que vous l'avez dit, 13 000 communes engagées et 17 000 animation sur ces 2 jours. C'est quand même assez extraordinaire. C'est un élan populaire pour une association qui sauve des vies. Oui. Parce que je pense que pour nos auditeurs, c'est extraordinaire qu'ils comprennent bien que le Téléthon, c'est pas l'État, c'est une association qui sauve des vies. Absolument. Je trouve ça magnifique. Oui, non, mais tout à fait. Et nos bénévoles et nos donateurs sont des gens extraordinaires. Et les bénévoles sur le terrain, il faut savoir qu'en année, entre guillemets, normale, puisque les 2 dernières années ont été très atypiques avec la crise sanitaire qu'il y avait sur le terrain. Donc vous vous doutez bien que c'était un peu compliqué. Le Téléthon, c'est synonyme de lien social, et le Covid, c'est synonyme de distanciation sociale. Donc là, c'était un tout petit peu difficile. Mais en année, entre guillemets, normale, c'est vrai que le terrain, c'est 40% de la collecte du Téléthon. Ah oui. Voilà, c'est 40% en année normale. Donc ça veut dire que ce sont, c'est autour de 35-36 millions d'euros. Bon, les 2 dernières années, c'était moins. Mais avec des bénévoles qui font des choses extraordinaires. Et il n'y a pas de petite animation. C'est ça qui est important de souligner. C'est vraiment, il n'y a pas de petite animation. Certains, quand je donne mes conférences sur le terrain, certains me disent « Ah non, mais cette année, je ne vais pas pouvoir faire comme d'habitude. Je n'ai fait que ceci ou cela. » Mais c'est magnifique, c'est magique. Énorme, hein. Et c'est l'addition de toutes ces générosités qui nous permettent de faire des choses extraordinaires. Et ce sont des gens qui, et en plus en tant que moi, maman concernée, je me dis, bien souvent, les gens ne sont pas concernés par la maladie. Et ils font cela et au nom de nos enfants. Et je trouve que c'est magnifique, merveilleux. On en est vraiment, et on leur en est infiniment reconnaissant de ce qu'ils peuvent nous permettre de réaliser. Quand on voit les victoires, justement, dont vous nous parliez tout à l'heure, parce qu'il y a quand même pas mal de victoires, d'avancements, on se réjouit indéniablement. À un moment donné, on se dit, ça y est, Eureka, il s'est passé quelque chose. Et ça irrigue, j'imagine, forcément toute la famille Téléthon.
Oui, bien sûr. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le combat du Téléthon, c'est le combat des familles, je l'ai dit, et c'est le combat aussi pour trouver des solutions thérapeutiques pour ces 7 à 8 000 maladies rares. Et dans ces maladies rares, il y en a même des ultra rares, on peut dire. On appelle les maladies orphelines. Oui, orphelines de traitement, donc rares. Parfois, il y a quelques dizaines de malades. En France, quelques centaines, quelques milliers. Ça dépend bien évidemment. Mais si on additionne tous les malades concernés par ces maladies rares, ce sont 3 millions de Français. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, toute l'innovation thérapeutique qu'on développe pour trouver des solutions, pour lutter contre ces maladies rares qui, dans leur grande majorité, sont incurables, ce sont autant de solutions thérapeutiques, ce sont autant de connaissances qu'on accumule pour avancer vers des solutions pour des maladies fréquentes. Juste un exemple. On a des chercheurs qui travaillent en thérapie génique, en thérapie cellulaire sur des maladies rares de la vision, comme les rétinites pigmentaires. Tous de dire, et ils sont unanimes pour dire que ces avancées thérapeutiques commencent à servir pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui, elle, concerne 15% de la population. Donc il y a vraiment des passerelles entre les maladies rares et les maladies fréquentes. Oui, ils font des rapprochements sur, bien sûr, par comparaison de symptômes. Moi, je ne suis pas médecin, mais par comparaison de symptômes. On dirait. Non, presque. Docteur Gros. Non, Docteur Gros en politique. Oui. C'est pas la même chose. Donc, par comparaison, ils arrivent à appliquer certains traitements et la recherche permet aussi de limiter sur certaines maladies courantes. Ça, oui, ils le font beaucoup. Il y a vraiment des passerelles, et quand ils trouvent en effet une solution thérapeutique pour une maladie rare qui est entre guillemets peut-être modèle aussi d'une maladie fréquente, ils savent très bien que ensuite ça peut s'appliquer. Et comme on est vraiment, et nous avons développé cette stratégie d'intérêt général, c'est de se dire toutes ces innovations thérapeutiques. Juste un autre exemple, les cellules CAR-T dans le cancer, les cellules CAR-T dans le cancer, c'est ni plus ni moins inspiré de la thérapie génique ex vivo pour lutter contre l'innovation thérapeutique dans les déficits immunitaires. Donc vous voyez, il y a vraiment des passerelles. Aujourd'hui, il y a plus de 20 médicaments de thérapie génique qui sont mis à disposition dans le monde pour autant de maladies différentes. Pour beaucoup, c'est forcément né de toute cette innovation, de cet investissement majeur dans le domaine de la thérapie génique. Alors moi, j'aurais voulu que vous nous parliez des visages qui incarnent le Téléthon cette année, parce que Lou, Benjamin, Lucie, voilà, j'aimerais que vous nous en parliez, parce que vous vous battez aussi pour eux. Bien et sûr. Ils ont décidé de se mettre en avant du grand public, de motiver, d'amener les gens vers eux aussi, et c'est les ambassadeurs, en fin de compte, malgré leur handicap, leur maladie, qui doit être très difficile, c'est aussi un don de leur vie qu'ils donnent aux autres. Donc j'aimerais qu'on en parle pour dire aux citoyens qui nous écoutent comment il faut les aider et comment on peut aller plus loin. Et les motiver aussi. C'est trois familles, 3 histoires différentes, mais qui interpellent bien pour représenter ces 7 à 8 000 maladies rares. L'histoire de Lucie, j'en parlais un peu tout à l'heure, amyotrophie spinale, une maladie qui tue les bébés avant l'âge de 18 mois à 2 ans. Aujourd'hui, un médicament de thérapie génique issu des technologies, des recherches de Généton. Et donc, un médicament, c'est magnifique. Enfin, voilà, une maladie pour laquelle, hier, il n'y avait rien. Les parents, quand on nous annonçait ça, c'était vraiment, on se prend un train en pleine figure. Et là, il y a un médicament, et la petite Lucie a été traitée alors qu'elle avait 9 mois, donc c'est une jolie histoire. Avec Benjamin, qui est un autre enfant, et avec son papa Nicolas, ambassadeur tous les deux du Téléthon. Benjamin, c'est la même maladie que celle de mon fils, la même maladie que celle des pionniers du Téléthon. Donc une maladie évidemment terrible, comme toutes les maladies incurables, pour laquelle c'est notre directeur scientifique qui dit c'est sans doute la maladie la plus complexe de toutes les maladies rares. C'est pour cela aussi que ça prend tellement de temps, avec le gène en cause dans cette maladie le plus long qu'on connaisse. Il faut réussir à faire rentrer la petite partie codante dans un vecteur médicament, il faut pouvoir diffuser dans tous les muscles, et donc à chaque fois qu'il y a des marches en avant et on se dit oui, on débute un essai et parfois une complication, il faut retourner à la paillasse. Donc avec Benjamin, c'est l'histoire de toutes ces maladies difficiles pour lesquelles la recherche avance pas suffisamment vite.
mais qui permet quand même, voilà, qui donne de l'espoir et qui explique aussi pourquoi tout ce qu'on a fait sur cette maladie, ça permet aujourd'hui d'apporter des solutions thérapeutiques dans des maladies entre guillemets plus faciles. Et puis on a cette troisième aussi histoire avec Lou et sa maman. Et Lou, elle avait un petit frère Hugo qui est parti de la même maladie, une maladie mitochondriale qui est une maladie vraiment ultra rare. Très peu d'enfants en France qui sont concernés. Une recherche qui débute tout juste et pour laquelle il faut poursuivre parce que il faut laisser personne au bord du chemin et c'est ça aussi le Téléthon, parce que le Téléthon c'est aussi la fête pour faire avancer la recherche. Bravo. En tout cas, merci beaucoup Laurence Thienot-Herman, la présidente du Téléthon. C'est donc les 2 et 3 décembre, voilà, cette année. Et donc on peut déjà commencer à on peut commencer récolter téléthon.fr. Voilà, exactement. On peut même commencer maintenant. Voilà, en faisant téléthon.fr. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, de nous avoir fait confiance. Dans un instant, on reviendra sur une réelle inquiétude des jeunes face à leur orientation, un phénomène qui touche bien entendu toutes les familles. On vous explique tout avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros. Il est 19h27, on vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Il faut bouger la France. Et je peux vous assurer que ça envoie du lourd sur le terrain. Le G500, vous savez, c'est une énorme association avec énormément d'adhérents, aidés sur tous les sujets. Et on y va avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. En tout cas, merci d'être avec nous. Comment faire de l'orientation des jeunes de la 4e à la terminale un véritable enseignement à part entière? Comment faire appliquer dans des bonnes conditions cette réforme de 2018? Stéphane Pellet est là pour nous en parler. Bonsoir Stéphane. Et nous sommes là avec Isabelle Andrieux. Donc bonsoir, vous êtes la fondatrice de l'association Crée ton avenir. Vous avez créé cette association avec pour but de faire bien sûr de l'orientation des jeunes un véritable enseignement. Vous l'avez fait aussi au départ en allant sur les étapes que vous avez prévues le ministère, les stages de 3e, mais vous visez beaucoup plus loin. Vous voulez vraiment que l'apprentissage au choix, c'est-à-dire de choisir sa future voie professionnelle, ce soit dans la pédagogie. Et donc ce soir, on a envie que vous nous racontiez déjà l'histoire de cette belle association, Crée ton avenir, de toutes ces entreprises qui sont autour, et puis aussi des solutions que vous avez à nous proposer. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir aux auditeurs. Oui. Alors, moi j'ai une question pour vous, puis pour les auditeurs aussi. Allez-y, ça démarre bien. À votre avis, est-ce qu'on peut apprendre à faire des choix comme on apprend à faire de la cuisine, à faire des maths ou du français? C'est sûr que oui. Alors merci pour la réponse, effectivement c'est oui. Je pensais le contraire, c'est vrai. Non, mais toi, je vais essayer de vous convaincre. Alors sachez que les Canadiens, eux, ils ont commencé depuis belle lurette, nos amis canadiens, à approcher l'orientation en disant finalement, pourquoi on n'apprendrait pas à faire des choix à nos jeunes? Et nous, on est parti de cette pédagogie-là en se disant, aujourd'hui, finalement, les jeunes, et les parents, face à leur orientation, avec des choix très tôt à opérer, dès la 4e, c'est encore des bébés. Et puis, ils sont face à une foultitude d'informations possibles, avec, pour 80% d'entre eux, recours à la famille. Alors, soit vous avez une famille qui peut vous aider, soit non, et dans ce cas-là, ça devient problématique. Et nous, on s'est dit, finalement, comme maintenant, dans la réforme 2018, il y a des heures dédiées à l'orientation depuis la 4e jusqu'à la terminale, équipons nos professeurs principaux d'un cours et d'un socle d'enseignement pour apprendre à faire des choix. Oui, parce que c'est ça souvent le problème, c'est que les profs qui s'occupent de l'orientation ne connaissent pas toujours les nouveaux métiers, ne savent pas. On a l'impression que c'est un peu toujours les mêmes métiers qui reviennent, et du coup, forcément, il y a un décalage entre l'élève et ce qu'on lui propose. C'est surtout qu'on demande aux professeurs principaux de gérer 30 pimpins de manière individuelle, de connaître tous les métiers, de connaître toutes les filières, sur un nombre d'heures aujourd'hui qui est très réduit. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à 30 jeunes pour leur donner de la méthodologie, parce que c'est ça qui manque. C'est finalement de se dire, alors, qu'est-ce que j'ai à faire? Je suis un élève de 4e. Qu'est-ce que j'ai à faire comme choix à la fin de ma 4e? Je dois choisir entre une 3e générale ou une 3e prépa métier. Glace à la vanille ou glace au chocolat. C'est quoi les critères pour faire le choix entre ces deux éléments-là, ces deux filières-là? Et puis c'est finalement de prendre chacun des éléments et puis de leur expliquer comment faire la recette. Stéphane Pellet.
Alors pour une fois, on va dire du bien, du pouvoir, en général. Il y a eu un défi qui a été lancé à toutes les entreprises, créer pratiquement 50 000 places de stage de troisième grâce à une plateforme. Et vous vous êtes mis au boulot, mais concrètement, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'apportent les entreprises qui ont finalement changé les choses, ont décidé que c'est elles qui allaient créer les conditions, plutôt que le professeur qui, lui, en effet, que Cécile a raison, a tendance à toujours dire va faire un stage à la boulangerie, à la cordonnerie du coin, ou je ne sais quoi. Le stage de... C'est pas infamant, on a reçu... non, c'est bien la boulangerie. La Confédération. Non, c'est juste de dire qu'il y a un panel de métiers qui existe et que voilà, qu'on puisse avoir au moins un choix. Votre belle expression, crée ton avenir. En quoi les entreprises créent l'avenir des jeunes? En fait, alors sur le stage de troisième précisément, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement les entreprises se sont engagées depuis un certain nombre d'années pour accueillir des stagiaires de troisième. La vraie problématique, c'est qu'est-ce que je fais de mon élève de troisième pendant une semaine. Une semaine, ça peut paraître court, mais parfois très long pour un collaborateur. Donc nous, effectivement, à l'origine de l'association, on a été les pionniers à créer des stages collectifs de troisième. Des stages collectifs à combien? À 16 ou à 20 jeunes accueillis dans la même entreprise la même semaine. Ah oui, il faut mieux que ce soit une grande entreprise. Alors, parce que si c'est une entreprise de 10 salariés, s'il y a 16 jeunes qui arrivent, c'est compliqué pour s'en occuper. Absolument. Aujourd'hui, c'est plutôt des grandes entreprises qui accueillent ce type de programme. Et c'est un programme clé en main où il y a des ateliers. Moi, j'ai 2 animateurs qui sont là en permanence de l'association pendant toute la semaine et qui animent des ateliers sur des questions. Quand on met un élève de troisième en stage, la première chose, c'est peut-être de lui expliquer ce que c'est qu'une entreprise, ce que c'est qu'un métier, ce que c'est que son fonctionnement. Donc il y a des ateliers comme ça, des ateliers dédiés à l'initiation, à comment apprendre à s'orienter, et puis des interventions de collaborateurs. Et puis un petit projet, parce qu'à cet âge-là, on aime bien les mettre les mains dans la patouille. Donc c'est un petit projet qu'ils doivent mener pendant toute la semaine. Ils doivent organiser un petit forum où ils doivent présenter un des services de l'entreprise. Mais justement, vous touchez à un point intéressant, vous dites à cet âge-là, mais à partir de quel âge, en fait, on peut commencer à se déterminer et que ce ne soit pas, entre guillemets, contre-productif? Vous voyez le gamin de 8 ans qui dit « je veux être footballeur », mais en fait, ça donnera pas forcément grand-chose. Ou pompier, bien sûr, pompier, l'autre grande destination des garçons. Ou infirmière. Je crois qu'en fait, on en parlait souvent quand on parle d'orientation, on parle de découverte métier. Comme si, en fait, l'idée, c'était de leur faire voir le maximum de métiers, puis qu'à un moment donné, ça allait faire un déclic. Et qu'ils allaient se dire, ah oui, c'est ça. Alors, ça peut être ça. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que à partir du moment où ils ont des choix à faire à partir de la 4e, on puisse leur apprendre, leurs professeurs, à se dire bon, ok, j'ai un choix à opérer, j'ai une filière à choisir. 4e, 3e, c'est un peu tôt pour un métier. Oui. Surtout que les métiers, comme vous le savez, ils vont beaucoup changer. Donc la vraie question, c'est déjà de leur expliquer c'est quoi le monde professionnel, comment ça fonctionne, quel type de fonction il y a dans l'entreprise, quel type de métier, etc. Et donc, tout cet apprentissage qui se fait depuis la 4e, c'est que les professeurs principaux puissent expliquer tout ça aux jeunes, puis à la fin de l'année, leur dire, bon, alors maintenant, Pimpin, tu choisis entre quoi? Entre une 4e générale et une 3e prépa métier, ou en 3e, entre une filière professionnelle et une filière générale, et qu'à l'intérieur de cet apprentissage, il puisse y avoir des interventions d'entreprises, etc. Mais quand vous envoyez des jeunes, 20 jeunes dans une entreprise, c'est une semaine, le stage de 3e, absolument. Ils font tout le tour, la production, la comptabilité, le commerce, l'administration des ventes, ils ont un panel très large. Absolument, ils sont immergés dans des services où ils peuvent voir à la fois des fonctions support, puis à la fois des fonctions liées très à l'activité de l'entreprise. Et ils déjeunent au restaurant d'entreprise. Oui, on a vu des très belles expériences de grandes entreprises où même un petit bus venait les chercher, parce qu'il y avait des phénomènes de quartier, il faut bien le dire, certains quartiers très éloignés. Il y a une année où ils ont même été reçus à l'Élysée en stage pendant 5 jours. Oui, mais moi j'ai une question parce que je vous écoute, mais finalement, ce sont des entreprises traditionnelles, peut-être, si je vous comprends bien. Aujourd'hui, quand on voit l'appétence d'une jeune génération pour le métaverse, pour les réseaux sociaux, pour toute la technologie, l'innovation, et quand finalement on va assez peu dans ces entreprises, ce qui est un petit peu dommage, alors qu'il y a beaucoup de jeunesse et puis on sait que ce sont les métiers de demain, mais il y a quand même un problème, une dichotomie entre ce qu'ils ont réellement envie de faire, les métiers qu'on leur propose par leurs profs, les métiers que leur proposent leurs parents aussi, parce qu'il y a des parents qui sont bloqués en disant tu seras boulanger, avocat, machin, sur des métiers traditionnels comme on fait depuis. Ça, il faudrait que vous nous disiez, ça c'est une question essentielle, en effet. Les parents, comment désangoisser les parents? C'est ça aussi le souci de dire, parce que quand vous avez un enfant qui est très intéressé par le jeu, le gaming, où il y a des vrais métiers, où on gagne très bien sa vie, les parents qui ne sont pas aguerris à ce type de métier, c'est tout de suite l'effroi en disant non, tu vas faire médecin comme tout le monde en fait. C'est pour ça que j'en reviens là, parler de métier très tôt, c'est
pour moi, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est déjà de les mettre dans une dynamique. Il ne faut pas oublier que la réforme 2018 dont on parle là, ça s'appelle la réforme de la liberté de choisir son avenir professionnel tout au long de sa vie. Oui. Donc la vraie question, c'est cette liberté, on est avec ou alors on l'acquiert. Et c'est donner aux jeunes, par cet enseignement du choix, le pouvoir d'agir et de se faire finalement une idée sur plein de métiers différents, d'avoir le code de décryptage pour se dire le lien entre moi et ces métiers. Parce que, par exemple, vous avez des jeunes qui disent « moi, je veux faire médecin ». Alors, est-ce que c'est je veux faire médecin pour s'occuper des gens ? Est-ce que c'est je veux faire médecin pour charcuter, il faut le dire ? Est-ce que c'est un statut social ? Et vous avez des jeunes qui rêvent d'être médecin et puis finalement regardent un peu les contraintes pour être médecin et puis s'aperçoivent que les résultats scolaires ne leur permettent pas de faire ça. Et tout l'apprentissage au choix, c'est de se reposer la question du coup, de se dire mais finalement pourquoi je veux être médecin ? Si c'est effectivement pour s'occuper des gens, il y a plein d'autres métiers possibles pour s'occuper des gens. Donc je dirais par rapport à votre question sur je suis une famille, mon enfant veut faire tel métier, j'y connais rien, sachez que le professeur principal était exactement dans la même situation et que du coup il faut qu'il puisse donner des méthodes et que les jeunes puissent comprendre les tenants, les aboutissants et de faire vraiment leur propre choix. Et du coup quand ils apprennent à faire des choix, et vis-à-vis des parents, ils peuvent dire moi, j'ai appris que à faire mon choix de troisième, je veux faire une troisième professionnelle, mais papa et maman, je vais vous dire pourquoi exactement je veux faire une troisième. En tous les cas, il y a un très beau message, Isabelle Tardieu, c'est le fait que justement dans sa vie, très probablement, on va faire plus ou moins plusieurs fois des choix. Donc on va avoir un parcours qu'en effet il ne faut pas s'affoler, on peut démarrer par quelque chose et être tout à fait dans un autre métier plus tard dans sa vie. Et justement, comment, dans ce que disait aussi Cécile, qui était dans un secteur des technologies, mais comment vous pouvez faire pour aller les faire venir vers des métiers plus rares vous savez, la menuiserie ministérielle qui repart, l'artisanat d'art, le luxe, les choses comme ça. Est-ce que vous avez des pistes pour ça? Et puis, en une minute. En une minute. Dites donc, quel challenge. C'est du luxe, le temps. Quel challenge. C'est bien sûr en leur expliquant toutes les filières possibles, en leur montrant quel lien il peut y avoir entre eux et ces filières. Et cet exercice, il est compliqué pédagogiquement à faire. C'est tous les cours que nous, on fournit aux enseignants. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes orienté, souvent, on vous pose vous avez des tests, on vous pose des questions, puis on vous dit, Stéphane, vous allez devenir architecte. Nous, on le sent comme ça. Sauf que Stéphane, vous comprenez pas le lien entre la question et la réponse. En fait, pour aller sur des métiers, comme vous le dites, rares, il faut arriver à bien comprendre c'est quoi ces métiers, qu'est-ce qu'il y a dedans, quelles sont les missions qu'il y a à accomplir et qu'est-ce que j'aime moi dans ces missions, quelles sont les compétences qu'il y a dans ces métiers et le lien avec mes propres compétences, quelles sont les filières qui mènent à ces métiers et est-ce que ça me plaît ces filières-là, un peu le miroir, l'image facile et vous montrer ce qu'il y a derrière. C'est un très très beau message. Ce qui serait 100 fois mieux, c'est d'avoir peut-être une matière qui monte ton entreprise à l'école. C'est ça que nous défendons. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On est ensemble jusqu'à 20h, encore une bonne vingtaine de minutes. Dans un instant, on va vous parler d'un autre sujet, le sujet des auxiliaires de vie. Vous savez que beaucoup de Français, plus de 3 millions de Français aujourd'hui sont ou des aidants ou touchés par un problème d'une personne fragile. En tout cas, et toutes ces personnes qui s'engagent au quotidien et qui travaillent et qui sont là malgré les... On retrouve Aurélie Gros et Stéphane Pellet pour ces vraies voix citoyennes. Près de 177 000 auxiliaires de vie viennent en aide aux personnes dépendantes, âgées ou handicapées. Néanmoins, cette profession reste méconnue. Comment améliorer leurs conditions de travail? Pour en parler, Anne Losseg, fondatrice du collectif national La Force Invisible des aides à domicile. Aurélie. Alors bonsoir Anne, vous représentez une association qui a été créée fin 2020 par vous et par des agents du secteur ayant pris conscience que leur situation ne pouvait plus durer. Elle regroupe l'ensemble des professionnels de l'aide à domicile et œuvre pour la reconnaissance du métier et la construction du maintien à domicile de demain. Alors, vous avez 7100 adhérents. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'était un très petit collectif. Moi, je dis c'est quand même pas mal. C'est quand même déjà, pas mal. Beaucoup, hein. Est-ce que vous pouvez plus nous en dire sur la situation actuelle des aidants et plus particulièrement des auxiliaires de vie? Parce que je mélange, mais même si ce n'est pas la même chose, mais tout ça est lié. C'est d'ailleurs votre propre métier, donc j'aimerais que vous nous en parliez parce que c'est important déjà d'avoir la situation où vous en êtes. Alors bonsoir à tout le monde.
Alors, notre métier, c'est prendre soin de la personne vulnérable, quel que soit l'âge. Ça peut être un enfant, ça peut être vous et moi, la personne âgée. Alors forcément, on est accompagné des aidants, vous l'avez dit tout à l'heure. On a un rôle d'accompagnement avec les aidants, c'est-à-dire qu'on peut être leur confident, mais eux aussi peuvent nous donner des informations sur la personne aidée, parce que des fois, on ne sait rien, on va à domicile et on ne sait pas la pathologie de la personne et sa vulnérabilité. Donc, ils sont là pour nous aider, et nous aussi, on est là pour les aider. Alors, je vais vous prendre un exemple très simple, c'est quand malheureusement on accompagne en fin de vie, on accompagne les aidants. Alors on appelle ça au deuil blanc, c'est-à-dire qu'on les prépare à la fin, eux aussi. On accompagne la personne en fin de vie pour qu'elle parte le mieux possible. Oui, c'est un travail partenarial, en fin de compte. Vous aidez les aidants, exactement. Les aidants vous aident. Mais vous, aujourd'hui, sur les auxiliaires de vie, quelle est la situation? Puisque c'est une profession qui ne fait pas partie du domaine de la santé. Pourtant, vous êtes en amont, mais vous pouvez être aussi en aval. Vous évitez souvent que les gens partent à l'hôpital. Donc, à un moment, pourquoi vous n'êtes pas reconnu auxiliaire de vie? En fin de compte, on parlait des métiers juste avant. Auxiliaire de vie, c'est pas un métier qui peut faire envie à la jeunesse, il n'est même pas reconnu. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez monté ce collectif. J'imagine que oui, d'ailleurs, hein. C'est pour que vous soyez un peu entendu en tout cas. Entendu. Alors, j'ai monté ce collectif suite à une journée très difficile après le premier confinement, parce que on se sent seul. C'est un métier qu'on exerce seul. On va à domicile, on est seul. On rentre chez nous, on est seul, on voit très peu nos dirigeants ou à travers un téléphone pour nous dire un changement de planning. Mais je voudrais dire que c'est un très beau métier et qu'il faudrait inciter les jeunes à venir le faire. C'est un métier de transmission, c'est un métier de lien, c'est un métier d'accompagnement. On s'ennuie jamais. Parce que chaque personne est différente, chaque situation est différente. Et ça, il faut que les jeunes viennent parce que demain, c'est vous et moi qui serons à domicile et on n'aura personne. D'abord parce qu'il faut changer aussi nos conditions de travail. Vous l'avez dit, on n'est pas reconnu. On n'a pas un vrai statut, on ne fait pas partie des soignants et encore aujourd'hui, puisque tout à l'heure vous parlez de l'essence, on n'est pas prioritaire, sauf si le préfet nous met sur la liste des prioritaires. Oui, ça c'est extraordinaire. Ils ne sont pas prioritaires dans les stations-service. Ça, c'est dingue. Les auxiliaires de vie qui viennent assister des personnes âgées, des personnes handicapées, il n'y a pas d'essence, ils ne peuvent pas y aller, ils ne sont pas prioritaires. Donc on peut faire un appel à tous les préfets de France, parce qu'apparemment ça dépend des préfets. Apparemment, il y a certains préfets qui trouvent que les auxiliaires de vie, ça ne sert à rien. Donc autant peut-être les alerter qu'il existe une profession qui s'appelle auxiliaire de vie. Ce serait pas mal. Quand on parle beaucoup, il faut écouter Sud Radio, parce qu'on en parle beaucoup à Sud Radio. Mais bon, j'imagine qu'il y a des préfets qui écoutent. Oui, vous en parlez beaucoup et en effet, on lance un appel aux préfets qu'ils nous mettent sur cette liste parce qu'on a des collègues qui sont dans des situations dramatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on n'a pas d'essence dans notre voiture, c'est une personne âgée qui n'a pas son accompagnement. Donc, on pensait qu'avec la pandémie, on serait on serait essentiel. Et là, aujourd'hui, on nous montre avec la grève des raffineries qu'on n'est pas encore essentiel. Donc, c'est les préfets, c'est le pouvoir public aussi qu'il faut alerter. Mais pardon de vous couper. Vous avez été reçu par le ministère des Solidarités. Est-ce que ce rendez-vous, il est sorti quoi de ce rendez-vous en fait ? Alors, il est sorti qu'ils prennent conscience des difficultés. Ils prennent aussi conscience qu'on leur a demandé d'être prioritaire quand il arrive quelque chose, d'avoir une carte professionnelle
et un caducée, justement, ce qui permet d'être sur ces fameuses listes de prioritaires. Et en fait, ce qui a amené, mardi, il y a eu le lancement du Conseil national de la refondation. Voilà, bien vieillir. Donc, bien vieillir, oui. Le bien vieillir. Et en fait, Madame Pauline Sassard nous a invités dans des groupes de travail pour les auxiliaires de vie. Et ça fera partie du travail, de la reconnaissance, des conditions de travail, de la valeur du travail, du salaire, les conditions d'emploi, et pour qu'on puisse en fait être reconnu comme un maillon de la santé aussi. Vous l'avez dit tout à l'heure, on évite les glissements. On est là, on évite les glissements, on évite les hospitalisations. Il y a le HAD qui... vous faites l'hospitalisation à domicile. Vous faites un travail formidable. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Anne Losieg, fondatrice du collectif national La Force Invisible des aides à domicile, qu'on embrasse toutes et tous. Voilà, on les embrasse. Merci et elles savent qu'elles peuvent compter sur nous. Merci beaucoup Aurélie Gros, merci beaucoup Stéphane Pellet encore pour ces belles initiatives. On vous retrouve lundi prochain. Mais bien sûr, allez, toujours. Lundi prochain, nous on se retrouve demain 17h, ça est dispo. Ah merde. Dommage. Oula. C'est un acteur dans le Love Music Yvan Cujoux reçoit Louis Chédid, Yvan Cassard, tout de suite conseil de famille Stéphane Moller. Passez une belle soirée, salut, à demain.